Quand t'as quelqu'un qui te dit que c'est nul, il faut ouvrir la bouteille de champagne. Ouais, Jinka veut dire, pour information, donc maison en japonais. ok. D'où l'origine du nom. Tu le savais? Pas du tout. Jinka en chiffres, ça représente quoi? Tu me disais 3 millions de notifications par jour. Ouais, que c'était beaucoup plus impactant de travailler dans l'immobilier parce que ça touche 100% des gens. Donc en gros, le succès, je pense, c'est pouvoir continuer à trouver la flamme qui te motive. Marc, merci d'être parmi nous. On est très ravis de t'avoir dans notre podcast Brique par Brique. Moi plus particulièrement parce que je suis utilisateur de Jinka à titre perso et à titre pro aussi avec Dolly. Alors, on a une première question Ok. à te poser. J'ai peur là. Ouais, tu peux. Si tu étais un bien, lequel tu serais et comment? C'est une très bonne question. On me l'a jamais posée. Ouais, bah, j'imagine. Bah oui. Si j'étais un bien, je pense que ce serait un bien qui serait pratique. Je dirais que je serais. Maintenant que j'ai 44 ans, Ouais. je pense que ce serait comme une maison, une petite maison de 80 mètres carrés, on va dire, au bord Deux de la chambres. mer. Voilà, 2 chambres au bord de la mer, mais quand même relativement récente Ok, pour pouvoir ne pas avoir fait trop de travaux, quoi. ok. Un peu de domotique. Voilà, un peu de domotique et une bonne connexion Ok. pour pouvoir faire du Ouais, télétravail, bien quoi. sûr. Ok. La maison idéale pour faire du télétravail. Bon, ça donne envie. Pas mal. Super. Bon, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, bah, je m'appelle Marc, donc j'ai 44 ans, marié, 2 enfants. Ouais. J'habite à Maisons-Laffitte, donc c'est une petite commune en Île-de-France Hmm. qui est connue, enfin qui n'est pas connue, dont le dessert originaire est connu, qui s'appelle le Paris-Brest. Je t'ai entendu le dire dans un podcast. Exactement. Honnêtement, j'y croyais pas. Donc, je suis allé vérifier. Ouais. Mais c'est la vérité. Je suis pas un menteur quand même. Mais bon, Paris-Brest, Maison Lafitte. Voilà. Et donc ça fait maintenant 15-20 ans que je suis dans les startups. Ouais. Et je suis tombé amoureux en fait de l'entrepreneuriat et du logiciel. Et ça fait maintenant 8 ans, 9 ans que je suis dans l'immobilier, qui pour moi est le meilleur domaine dans lequel j'ai jamais travaillé. On pourrait y revenir, quoi. C'est vrai, je confirme. Super. Bah, avant d'en venir à Jinka, je veux bien que tu nous parles un peu de toi, petite, ton enfance, de comment tu es arrivé à là. J'ai grandi à Paris jusqu'à l'âge de 10 ans. Mhm. J'étais un élève plutôt correct, plutôt bon élève au début, je crois, mais assez flemmard. Ouais. On a déménagé ensuite à Nantes euh, parce que mon père, en fait, mes 2 parents, enfin, je vais dire, ne travaillent pas. Ma mère était au foyer et mon père est un joueur de cartes. Ok. Donc, j'ai eu aucun modèle d'entreprise. Mhm. Et à 10 ans, je déménageais à Nantes avant de revenir parce que c'était le TGV qui arrivait à Nantes. Et après, j'ai refait mes études en Ile-de-France en tant qu'ingénieur. Et je savais absolument pas quoi faire. J'étais plutôt flemmard de nature. Donc j'ai travaillé un peu pour mes études pour avoir mon diplôme. Mais mon objectif dans la vie, c'était d'être fonctionnaire et d'en faire le moins possible. Et je ne Ok. savais pas du tout quoi faire. Et donc, ma petite amie de l'époque était étudiante à Rennes. Ouais. Et donc, moi, j'ai tout fait pour avoir mon stage de fin d'études d'ingénieur à Rennes. C'est aujourd'hui ma femme, donc Ouais, un ok. bon investissement, on va dire. On peut parler d'investissement. Et donc, je suis rentré chez France Télécom, Orange. Ouais. Et c'était un choc parce que je ne savais pas du tout en fait ce que c'était que l'entreprise. Et France Télécom, où ils avaient un projet qui paraissait sexy au départ, hein, je travaillais sur un projet qui était un genre de Google Earth avant l'heure, Ok. en 2005. Et c'était pour en partie faire des maquettes pour Paris 2012. Ok. Pas 2024, 2012. Ok. Parce qu'on a perdu contre Londres, Ouais. pour qu'ils se souviennent. Pendant 3 ans, j'ai travaillé d'abord en stagiaire, puis en tant que prestataire chez Orange. Mhm. Et c'est, on va dire, à cause ou grâce à eux que je suis devenu entrepreneur. Puisqu'en 3 ans, aucun des projets sur lesquels j'ai travaillé n'est sorti en production. Donc en fait, on faisait du travail, on développait, et après c'était la poubelle. Parce qu'ils avaient du budget à dépenser pour des À prestataires. ce point-là. C'était l'État qui donnait Ouais. des subventions. Ouais, donc c'est pour ça. Donc ça leur coûtait pas très cher de faire des tests. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de ma vie pour être utile? Je gagne quand même plutôt bien ma vie, puisque à Rennes, la vie en tant que jeune ingénieur, tu passes d'étudiant à ingénieur, tu es quand même content, tu as ton premier salaire à Ouais. Rennes, c'est pas Paris. Et donc, Internet, c'était le moyen pour moi de faire quelque chose d'utile. Et donc, j'ai commencé par faire des sites web. Ok. Au départ, c'était un jeu. Alors, pourquoi un jeu? Parce que, d'une part, je suis une famille de joueurs, mon père est un joueur de cartes, Ouais. Poker. et bridge et un peu poker. Bridge un peu poker. Ok. C'était la mode à l'époque du Sudoku. Ouais. Et donc, je dis à mon père, j'ai envie de faire un Sudoku en ligne. Il me dit, non, mais Marc, c'est nul, il y en a plein déjà qui existent. Et j'ai réfléchi, et puis j'ai inventé un jeu qui s'appelait le Squaro, qui était un mélange de démineur et de Sudoku. Ok. Et ça a été mon premier site internet
Et j'ai eu des utilisateurs qui l'ont utilisé. Et c'était un véritable déclic dans ma tête où je suis devenu accro à faire des choses utiles pour les gens. Il y avait une app à l'époque? Alors, c'est en À cette 2006. époque-là, il n'y avait pas d'app. Mais après, il y a une app. Ok. En 2010, c'était ma première app Ouais. qui a vraiment bien marché, qui m'a permis en fait de rencontrer des personnes, des designers et des marketeurs, ce qui a complètement changé ma carrière. Et on a même été premier sur l'App Store. Ah ouais, pas On va mal. pas longtemps. Pendant combien de temps? Une journée. Bon, Voilà. c'est déjà bien. En gratuit et en payant, on était derrière Angry Birds Ok. en 2010. Allez, oh là là, Angry Mais ce qui Birds. paraît impensable en fait sans budget, quoi. Et à l'époque, c'était beaucoup plus facile de créer une app. Ouais. La concurrence était beaucoup plus faible. Tu Sans le faisais budget. tout seul? Je, Ou je tu faisais- je- avais une équipe? moi, je fais du développement. Ouais, Après, j'étais aidé par un designer ouais. et quelqu'un pour le marketing qui Ok. m'aidait. Et on a fait 250 000 téléchargements, je crois, un truc comme ça. C'est énorme. En 2010, c'était pas Ah mal. ouais, c'est énorme. 2010, c'était pas mal. Et donc, après France Télécom, j'ai déménagé à Paris et j'ai eu la chance, toujours en faisant des projets, de rencontrer Thibaut Elzière, alors qui n'est pas forcément connu dans l'immobilier, mais qui est, quoique il a des projets Oui, dans le immo, monde des startups. dans le monde Ouais. startup. Et il avait un projet qui aujourd'hui pourrait paraître aussi à la mode, puisqu'il y a d'autres startups qui sont en train de le faire, qui s'appelait Ziloc, qui est loué plutôt qu'acheté. Ouais. D'ailleurs, il y a la fondatrice Togo Togo, Lucie, j'ai oublié son nom de famille, qui a Ouais. relancé un Ziloc-like sur Ok. mobile. Et donc, c'est ça qui m'a donné le goût et l'aventure des places de marché. Donc, c'était une plateforme de location où on pouvait tout louer en ligne, D'accord. sa perceuse, son appareil photo, sa robe de mariée, alors ça se louait pas, hein, Ouais, ouais. son motoculteur, c'est pour le jardinage, pour ceux qui Ok. nous écoutent, qui était un des trucs qui se louait le mieux, et aussi voiture et logement, et maison de vacances. Et ça m'a permis de voir un peu la difficulté des places de marché. Et ce qui a vraiment bien marché, c'était en 2012, 3 ans après, c'était arrêter toutes les catégories et se concentrer uniquement sur celle qui marchait le mieux, la voiture. Ok. Parce que c'était un business qui était sur le papier très beau, louer plutôt qu'acheter. On te dit le pitch, la perceuse, tu utilises que 8 minutes dans une vie. Mais en fait, quand tu fais l'expérience de location, les allers-retours, Bah, c'est ça le business model financièrement parlant, quand tu loues juste une perceuse. tu gagnes pas beaucoup d'argent. Ouais, Quoi. c'est ça. C'est un problème d'argent, en fait, c'est un problème Ouais, de business. ouais, Et donc finalement, je suis allé on a fait Ziloc Auto qui est devenu Wicar, ouais. qui a été racheté par la SNCF en 2015, et récemment Turo, c'était racheté par des Américains. Ah, Turo, je connais bien. Ouais. Voilà, C'est aux États-Unis, ouais, c'est ça. Ils ont racheté la marque en France, ils ont racheté Wicar. Ok, parce que j'étais allé moi en vacances à Miami et c'était louer C'est ça. une Porsche pour 80 € Voilà. par jour. Bah, Et voilà. c'était de particulier à particulier. C'est ça, et c'est exactement le principe. Et donc ça m'a donné l'expérience pour les places de marché. Ouais. Et également, j'avais monté aussi après Squaro, avec un peu même équipe que Squaro, une application qui s'appelait Food Reporter, Ouais. qui était un genre d'Instagram for food Ok. au moment qu'Instagram était créé. À peu près en 2010. Juste même avant période. ou au même moment? Même période. Ok. Même période. Compliqué. On a déporté des gens de Facebook sur Food Reporter. Ouais. Parce qu'à l'époque, alors juste ça paraît incroyable, mais prendre en photo ce qu'on mange, n'existait pas. les gens, ils trouvaient ça, les gens venaient nous dire merci parce que les gens considèrent que je suis fou. Ouais, ouais, Alors qu'aujourd'hui, ça paraît d'un banal de prendre en photo ce que tu manges. bien sûr. Et donc, on a développé ça. Et au final, c'est Instagram qui a pris le devant. Mais on a revendu ça à Prisma Media en 2014. Et donc le concept c'était de prendre en photo donc ce que tu manges Ouais. et comment tu gagnais de l'argent. Et ben, on en a gagné très peu. Ouais. Et on faisait des campagnes médias pour des partenaires comme la région, pour des régions, Ouais. comme la région Alsace, qui Mhm. voulait promouvoir les vins d'Alsace autour des plats. Donc on faisait des thématiques, faites des recettes qui se marient bien avec le vin d'Alsace. Pareil avec la région Chantilly. Ok. Voilà, sur des recettes avec des gâteaux qui se mangent bien de fraises, Chantilly par exemple. Ok. Des campagnes publicitaires pour sponsoriser des régions. Ça c'était en quelle année? 2010-2014. 2010-2014. Ok. Et donc en 2014. En 2014, j'ai eu un deuxième enfant. Ouais, super. Ouais, les cheveux blancs. Ça arrive. Et voilà. Et donc 2014, c'était à l'époque, j'ai vendu, où c'est Wicar qui commençait Ouais. son envol, qui a été revendu à la SNCF en 2015. Et en 2016, j'ai décidé en fait de quitter l'aventure pour faire la catégorie que j'avais pas faite. En fait, en location, on avait fait toutes les catégories, Ouais. sauf l'immobilier. Ok. C'est le vertical Hmm. que je connais pas. Et pour moi, en fait, c'est le problème plus important pour les gens, plus que tout ce que j'ai. Parce qu'en fait, D'accord. les voitures, c'est plutôt le business des vacances, on va dire. Ouais.
en tout cas entre particuliers, ce qui est important, hein. Mais je trouvais que attaquer un problème fondamental comme le moi, ça logement, touche tout le monde. Ouais. voilà, qui touche tout le monde, c'était intéressant. Et donc là, j'ai commencé l'aventure seul en 2016 Ok. avec un nom qui s'appelait Loué Agile. Ouais. Et le Loué Agile, j'ai trouvé le nom avant d'avoir l'idée, parce que j'avais déjà tellement changé de nom dans ma vie d'entrepreneur, de startup. Je me suis dit, trouve un nom, de toute façon, tu le changeras. Puis on le changera, ouais. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai changé moi aussi d'Oli. Avant, c'était un autre nom. Bah voilà. Et, Donc, et comment ça t'est venu? J'imagine qu'il y avait une problématique alors, Loué Agile à l'époque. donc il y a deux choses. Il y a la verticale, l'immobilier. Ouais. Donc c'était vraiment parce que j'avais fait toutes les verticales dans la location, sauf l'immobilier. Ok. Et je voulais vraiment la faire parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire des sujets à fond. Ouais. C'est important quand on crée des startups parce que c'est pas genre on regarde un sujet, puis 4 mois après on fait un autre. Non, c'est aller à fond sur un sujet. Et donc, j'avais pas fait immobilier et je voulais voir en fait comment faire pour améliorer l'expérience, pour être encore plus utile aux gens. Ma première idée, c'était plutôt de faire des agences virtuelles de location, visites virtuelles. Mais je savais que je n'étais pas fermé à l'idée. J'avais appris en fait que pour avoir des bonnes idées, il fallait résoudre son propre problème. Voilà, c'est assez classique. Je cherchais pas de location, je cherchais pas d'appartement. Et donc, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de ce cas, parce que ma petite sœur, en fait, elle allait bientôt avoir un stage à Paris. Ouais. Et donc, j'ai dit, écoute, Sorette, je vais te trouver un appartement à louer. Gentil grand frère. Voilà, parce que moi, je suis à Paris, elle était à Rennes, et je vais essayer de voir, faire le process et voir qu'est-ce qu'il y a des choses à faire. Okay. Et donc, je commence, c'était l'été 2016, et donc, je commence à appeler sur les portails immobiliers des annonces de particuliers, parce qu'il n'y a pas de frais d'agence, donc je trouvais que c'était plus simple au début. Et puis au bout de 2 jours à temps plein, je sais pas, j'ai que 3-4 visites. Et je dis Marc, mais c'était vraiment débile, hein. T'étais vraiment nul. Je n'arrivais à rien faire de ma vie. C'est pas fait pour moi. J'arrive même pas à trouver un appart. Ok, j'étais CTO de boîte, mais trouver un appart, c'était plus difficile. Et puis, comme un con, parce que je faisais quelques visites, mais ça allait pas. J'ai fait 2 visites, 3 visites, et je fais, bah voilà, c'est vraiment nul. Et au bout de 3 jours, je me dis, ah non, attends, mais t'as même pas tapé sur Google comment trouver un appart à louer. C'est vraiment que t'es en vacances, il faut que tu te remettes la machine en route. Parce que j'avais pris 5 semaines de vacances avant. Il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque pour poser des questions à un ami. Exactement, mais il y avait encore Google. Et donc, je tombe sur un article du Figaro, je peux citer la marque, mais en tout cas, et j'ai remercié la journaliste d'ailleurs après, qui avait donné 5 conseils pour trouver un appart à Paris. Et en un, c'était créez-vous le maximum d'alertes. Ok. Et en faisant ça, j'ai testé sur plusieurs portails des systèmes d'alerte. Et à un moment donné, il y en avait un, il y avait un bug ce jour-là, un peu par hasard. Ça m'a énervé. Et du coup, je me suis dit, je vais faire moi-même. Mais tu devais recevoir, si tu crées des alertes sur chaque plateforme, tu devais recevoir une tonne de doublons. Parce que chaque agence immobilière publie généralement les mêmes liens. Non, parce que je mettais que les filtres particuliers à l'époque. Ah, ok. Par contre, les alertes arrivaient en retard. Donc à chaque fois que j'appelais, les appartements n'étaient pas disponibles. Ok. Puisque à l'époque, les alertes étaient moins développées qu'aujourd'hui. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé moi-même mon propre système d'alerte juste pour ma petite sœur. Et du coup, je lui ai trouvé un appart. Vraiment, mais genre en 2 jours. Ok. Et je me suis dit, si ça sert pour moi, ça peut servir pour d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai lancé Loué Agile sous forme de newsletter au début et très rapidement sur un chatbot 3 mois après. Et ça t'avait pris combien de temps de développer ce petit système pour ta sœur ? En fait, si on reprend le système de pas de mise en production de France Télécom qui m'a un peu traumatisé, c'est un trauma qui reste toute ma vie. Et donc moi, si je mets pas en production, je vais pas bien. Donc j'ai mis le premier proto au bout de 3 semaines. Ok. Mais en mode le minimal. Donc moi, toute ma mentalité, c'est aujourd'hui, quelle modification je peux apporter à Loué Agile, aujourd'hui à Jinka, pour améliorer l'expérience pour l'utilisateur. Ok. Voilà. Moi, je suis vraiment très étape par étape. Perfectionniste. En fait, non, c'est la recherche de la perfection, mais la perfection, en fait, tu l'as par l'expérience. Bien sûr. Tu peux, c'était plutôt avoir des retours d'expérience. Donc l'idée, c'était de démarrer très tôt, parce que je connais pas, et comprendre le problème. Et pour comprendre le problème, il faut aimer parler aux gens. Et moi, j'ai découvert que j'adorais parler aux gens. J'ai appris, grâce à mes présentes expériences startup, j'ai trouvé qu'en fait, de comprendre les problèmes des gens, de vouloir aider les gens, j'adorais ça. Et donc pour ça, je faisais des techniques assez classiques de mettre mon numéro de téléphone dans tous les emails. Alors, au départ, je n'avais pas beaucoup d'utilisateurs. Il y en avait quelques-uns. J'ai eu 30 inscrits le premier jour, donc c'était déjà beaucoup. Bien sûr. Et du coup, il y avait des gens qui pouvaient m'appeler, m'envoyer des emails, me dire que c'était nul. Et en fait,
quand tu as quelqu'un qui te dit que c'est nul, il faut ouvrir la bouteille de champagne. Ouais. C'est un peu le paradoxe entrepreneurial. Ah oui, ça te fait évoluer, c'est ce qui te fait évoluer. Bah non, c'est que C'est ce qui en te fait fait, pointer, ouais. c'est même pire que ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prendre le temps de t'écrire. En fait, quand quelque chose est nul, quand vous-même vous avez l'expérience de nul, la plupart des choses, bah, vous faites passer à autre chose. Ouais. Et le fait que quelqu'un te réponde, c'est que juste, il a besoin de ton outil. Mais il n'est pas à la hauteur encore pour lui. Ouais. Donc il prend le temps de t'écrire. Et donc pour ça, il faut le remercier pour le temps que les gens t'écrivent. Donc même quand tu as des messages longs et insultants un petit peu qui t'écrivent, non mais Faut comprendre pourquoi. moi je commence toujours mes messages par remercier les gens de m'écrire, même si c'est méchant. Et je cherche jamais, ça c'est un biais psychologique important, à me dire est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a pas tort. Non, la personne qui a écrit le message, c'est son avis. Ça c'est factuel. Ouais. Donc plutôt le chercher à comprendre pourquoi il a écrit ça et comment moi je peux l'aider dans son problème. Et quand tu arrives à aider quelqu'un qui t'a écrit en lui apportant une réponse rapide, tu fais de les utilisateurs les plus fidèles. Ouais. Et t'appelais au début, du coup, les clients aussi toi-même? Ah bah j'essaie de les appeler, Ouais, mais j'avais pas leur numéro de téléphone. Ouais, ouais. J'avais que leur email, donc je leur écrivais et en fait j'essayais de suivre une métrique de recommandation Ouais. qui s'appelle le Net Promoter Score. C'est la petite fameuse question, est-ce que vous recommanderiez ce service à vos amis? Vous avez tous répondu un truc, c'est entre 0 et 10. Et c'est pour pouvoir tester l'aspect bouche à oreille. Donc au départ, c'était très nul, parce qu'il y avait justement beaucoup de doublons, beaucoup d'arnaques. Et au fur et à mesure des retours, bah, je corrigeais, je passais du temps au téléphone. Il me disait, au bout de 4 mois, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui m'a dit, j'ai trouvé votre appart grâce à vous. Et là, je me suis dit, c'est bon. Faut que je continue. Ouais. Là, tu étais seul à cette époque-là. J'étais seul. Ouais. Et tous les jours, tu te dis, est-ce que je suis fou de faire ça? Ouais. Est-ce que je continue? Bien sûr. Forcément. Et en fait, tant que j'avais des usages, tant que j'avais des idées d'amélioration, j'avais pas de raison. Je me disais, en fait, tant que j'ai la maîtrise de ce que je peux améliorer, je sais que j'ai des problèmes, je continue. Et tant que j'ai de la croissance, je continue. Non, mais c'est hyper intéressant le retour d'expérience utilisateur, et je pense que c'est dans tous les métiers pareil. Enfin, nous, pareil avec Doli, moi j'insiste beaucoup. Parce que malheureusement on ne peut pas avoir tous les mandats, quand il y a un propriétaire qui ne nous choisit pas, de savoir pourquoi il ne nous a pas choisi, qu'est-ce qui a fait la différence de l'autre côté, de demander aux clients quels services on pourrait rajouter éventuellement pour les satisfaire. Pour moi c'est essentiel, mais c'est bien, mais il n'y a pas tout le monde qui le fait. Ce qui est quand même assez difficile, c'est que il faut pouvoir poser les bonnes questions parce que les gens, surtout de vive voix, ne veulent pas te dire la vérité. Oui. C'est-à-dire que quand ils te disent non, c'est surtout vrai avec des clients à qui tu t'es appelé, ils te disent non pour couper court le plus rapidement possible et pour pas te vexer. Quand ils te répondent. Il y en a des fois même qui font silence radio. Voilà, exactement. Donc, ce qu'il faut arriver à travailler, c'est soit avoir un intermédiaire de confiance. Bah, c'est le rôle un peu de l'agent immobilier. Bien sûr, c'est pour pouvoir savoir pourquoi les gens n'achètent pas ou vendent pas. Bien entendu. Ou essayer de formuler. Alors, parfois, sur Internet, les gens arrivent plus. Parce qu'en fait, quand ils écrivent, ils écrivent sur le site. Donc, ils se plaignent au site. Ce n'est pas directement à toi. Donc, ça peut être un moyen ou des questions détournées pour qu'ils arrivent à exprimer librement leurs propos pour que toi, tu aies des retours. Parce que la plupart du temps, tu n'as pas de retour. Il faudrait peut-être faire une boîte anonyme où chacun peut déposer un mot. C'est pas qu'une question d'anonymat, c'est une question plutôt de moment et une question de tournure de questions. Ok. Donc, Louer Agile 2016. Oui. Ok. Si tu peux expliquer, bah, du coup, moi, je connais, mais ce qu'est Louer Agile et ce qu'est Jinka aujourd'hui. Alors, Louer Agile, c'était un chatbot pour avoir les premières annonces de location en temps réel par Messenger. Ouais. Un chatbot. Avant ChatGPT. Ouais, bravo. Tout de reporter avant Instagram. Voilà, en même temps. C'était assez basique, bien sûr, mais c'était pour pouvoir recevoir des notifications par Messenger et pouvoir quelques dialogues basiques avec le chatbot. Et Jinka, c'est une application qui essaie de rassembler l'ensemble des annonces immobilières du marché, donc que ce soit pour louer ou acheter, d'où le changement de nom. Jinka veut dire, pour information, donc maison en japonais. Ok. D'où l'origine du nom. Tu le savais? Pas du tout. Ok, ah oui, parce que tu le sors comme si tu étais sûr de toi, tu l'avais sorti pour ça. Non. Tu as trouvé Jinka comme ça? Ah, pas du tout. En fait, comment on a trouvé le nom? C'est qu'au sein de notre. On a une messagerie interne qui s'appelle Slack en interne. Et on avait fait un channel, ce qu'on appelle, pour trouver un nouveau nom. Ok. Et c'est Telly, mon designer, qui a proposé Jinka en premier, qui était une ville en Éthiopie aussi. Ok. Et quand il a dit Jinka, j'ai fait c'est.
Ça a tout de suite pris, quoi. Et je crois que c'est une méthode de bien-être aussi, le Jenga. C'est Enfin bon, ouais, ça doit être plein de il y choses. a plein de trucs. Ça veut dire femme en ukrainien, j'ai appris ça plus tôt. Ouais, Rapidement aussi. Voilà. Mais ça se retient bien en tout cas. Ça C'est se retient simple, bien. c'est court, c'est Ouais, impactant. on est. Merci Telly. Ouais, c'est top. Ok, donc au début chatbot, ouais. Oui. Et aujourd'hui, du coup, pareil, donc c'est un site qui regroupe toutes les annonces immobilières, enfin du coup de toutes les plateformes existantes, Voilà. c'est ça? Exactement. La difficulté, en fait, ça paraît. En fait, si on réfléchit bien, l'idée, elle n'a rien de révolutionnaire. Hmm. Il n'y a rien d'incroyable. L'idée de Jinka, depuis que j'ai lancé, il y en a des dizaines qui font la même chose. Ouais. D'ailleurs, je ne revendique aucune originalité Hmm. dans le concept. La difficulté, c'est l'exécution. Hmm. Ce que beaucoup ont cru, c'était que faire ce qu'on fait, c'était facile. Hmm. Et du coup, les premières briques au départ, tu dis ok, c'est facile. Il y a même des sites qui au départ qui disaient fais ça en 1 heure, tu peux faire ça. Ouais. Et en fait, tu te rends pas compte de toutes les difficultés qu'il y a, tous les détails qu'il y a pour avoir une expérience qui est d'envoyer précisément des annonces qui correspondent à tes critères. Tu peux donner 1 ou 2 exemples pour que les gens se rendent Bien compte? sûr, absolument. Les doublons, ça c'est le premier truc. Ouais. Par exemple, imaginons un bien qui est en mandat simple. Ouais. Un propriétaire va le mettre à 3 agences, ça va Ouais. arriver. Chaque agence va le mettre sur 3 portails. Ouais. Donc si tu fais pas gaffe, il va le recevoir 9 fois l'annonce. Et comment tu sélectionnes alors? Alors, Oula, c'est une bonne question. non, Ça. c'est Comment une tu bonne- sélectionnes quand 3 agences ont le même produit? alors ça dépend s'ils sont. Ils sont clients. Non, mais en fait, du point de vue acquéreur, déjà c'est le premier. En fait, son essai, c'est que c'est la première apparition. Ok. Et après, s'il y a des changements de prix, on alerte sur les baisses de prix. Ok. Et après, il y a des algorithmes sur la recherche en fonction de la qualité. Par exemple, est-ce que des biens ont plus de critères? Par exemple, il y a des biens qui vont avoir l'adresse précise ou pas l'adresse précise, le DPE ou pas le DPE. Il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Est-ce qu'ils ont des abonnements aussi? Voilà, un truc comme ça. Ok. Très bien. Tu as un autre exemple? Tu avais Bien sûr. les arnaques aussi, j'imagine? Énorme problème des arnaques. Ouais. C'est un problème qui est courant. Surtout en loc, plus répandu en loc. Principalement en location, même si on en a vu en achat, Ouais. pour l'arnaque au crédit. Donc, Ah ouais? Ouais. Ok. Donc, Tu peux donner. Enfin, c'est quoi l'arnaque au crédit? en gros, c'est un bien qui est en dessous du prix du marché, Ok. dont le but est de récupérer ton dossier, alors soit locatif, soit le dossier acquéreur, pour après faire l'usurpation d'identité. Ok, donc ouais, ils prennent ta pièce d'identité quand. Ils prennent tout ton dossier. Donc, les arnaques en location, en achat, tu as 3 objectifs. Tu as l'objectif assez classique, c'est d'avoir tes pièces d'identité pour, plus grave, faire une usurpation d'identité pour souscrire un crédit à la consommation. Ou moins grave, mais plus fréquent, acheter des cartes SIM en ton nom pour faire des arnaques SMS. Ok. Ou tout simplement te faire prépayer pour réserver un appartement. Donc, ils te disent, pour réserver, il faut prépayer. Ça, je l'ai vu en location, par exemple. Voilà. Des gens qui disent, je suis propriétaire ils mettent un loyer pas cher du tout. Ils disent, par contre, pour venir, moi, je suis loin, donc il faut me payer le train, il faut m'envoyer X euros et je me déplace. C'est exactement le même pattern qu'en amour. Hein. Ouais. D'ailleurs, dating et immobilier, il y a beaucoup de points communs. Et l'autre arnaque qui est plus rare, mais pire, et qui est vraiment tout type de personnes. En fait, il ne faut pas se dire, non, mais les arnaques, c'est pour les autres. Les arnaques, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Le premier personne qui m'a pris une arnaque, c'était un CEO de start-up qui se fait arnaquer lui-même. On peut tous se faire malgré la recommandation sur Louagile. L'annonce était recommandée? Elle était recommandée. En fait, pour les arnaques, on a 2 systèmes. Soit on bloque, soit on n'est pas sûr et on met un message de warning. Donc là, il y a un message de warning. Et en fait, c'était c'était quelqu'un qui va louer sur Airbnb un appartement pour un week-end. Il va le mettre ensuite, une fois qu'il a l'appartement, il fait les photos et il le met immédiatement sur une plateforme de location longue durée pour pouvoir, de particulier à particulier, et tout de suite à des visites, forcément. Bien sûr. Et donc la personne fait la visite en tant que propriétaire, alors qu'il est locataire. Ah ouais. Du coup, il fait faire 15 visites pendant un week-end. À chacun des personnes, il accepte leur dossier, font signer un bail, encaisse le dépôt de garantie, 2 mois de loyer. 3 000 euros par exemple, et se font 45 000 euros en un week-end. Et ça se contrôle pas même. Enfin, comment on détecte Donc toi, aujourd'hui, vous arrivez à détecter ça? Alors, détecter, c'est évidemment difficile. Bien sûr, ouais. Ce qu'il faut arriver à détecter, c'est trop souvent, pour du contenu, c'est un contenu qui existe déjà. D'accord. Donc, un arnaqueur, le pattern le plus classique, faut pas que je le dise trop, mais espérant que les arnaqueurs, je sais bien qu'ils ne nous écoutent pas forcément tous, mais ils vont copier-coller un contenu déjà existant. Donc typiquement,
ils vont copier-coller une annonce d'agence Ouais. en changeant 2-3 trucs à un prix. En fait, à un prix qui est... Alors, ils ne connaissent pas forcément le prix. Donc, en fait, on voit... ils mettent un prix, ils mettent le même bien dans plein de villes. Ouais. Et parfois, c'est très cher. Parce qu'ils mettent le même prix, par exemple, à Saint-Étienne qu'à Paris. Et donc, parfois, c'est très cher à Saint-Étienne et pas cher à Paris. Mais parce qu'ils ne connaissent pas forcément le prix de marché. Ouais. Mais là où c'est pas cher, du coup, ils ont ils ont des demandes. Ouais. Et plus les gens sont dans le besoin, plus ils sont prêts à se faire arnaquer. Hmm. Ça, c'est un premier réseau, c'est le prix. Et est-ce que le contenu a déjà été copié-collé? Donc, on essaye d'indexer le plus possible de contenu Ok. pour enrichir notre base de reconnaissance de biens, pour savoir si c'est un bien qui appartient à une agence. Ok. Donc, on le fait par description, mais maintenant, on commence à le faire par reconnaissance d'image. Donc, est-ce que le bien a déjà été sur les plateformes de location, sur Airbnb? Tout ça, c'est automatique ou il y a un humain derrière? Tout ça, quand c'est même qui contrôle? automatique. Tout ça automatisé. Ok, super. Mais ça, c'est un algorithme qu'on travaille. Et aujourd'hui, sur quoi on travaille aussi pour le futur, parce que ça commence à se faire, c'est bien entendu les problématiques d'IA générative, Ouais. qui est qu'aujourd'hui, le fameux copier-coller sur une agence, demain, il sera du contenu qui sera de Nouveau. qualité, Ouais. mais qui sera généré par des IA. Oui, c'est ça. Donc, on l'aura jamais vu avant. On l'a jamais vu avant, mais aujourd'hui, c'est pas encore suffisamment, à mon avis, performant pour tromper de manière... ça peut tromper l'humain, mais pas aussi bien encore qu'un bien copier-coller. Par rapport à quoi? À la qualité de l'image? Ouais, par rapport à la qualité, ça commence, ça va très vite. Hein. Ouais. Ça va très très vite. Hein. Donc, au moment où les gens regardent ce podcast, ce sera peut-être pas le cas. Mais voilà, ça évolue assez vite, très très vite. Donc, tous les jours, il y a une nouveauté. Enfin, l'IA de manière générale, il y a énormément de bénéfices. Et un des dangers, c'est la problématique de faux contenu. Et dans l'immobilier, bien sûr, c'est les scams qui peuvent justement à tout moment. Donc, c'est un travail en permanence. Hein. C'est un travail de toute façon de cybersécurité. En fait, c'est la problématique de cybersécurité. Ouais, c'est ça. D'État. Donc on travaille, et donc ce qu'on recommande aux utilisateurs, on travaille sur deux choses. On travaille sur les algorithmes, mais aussi sur l'éducation. Il faut éduquer les gens. Donc on leur prévient ce qu'il faut faire, les recommandations. Donc utiliser des filigranes sur votre dossier. Ok. Il y a Filigrane Facile, par exemple, qui est un service d'État pour pouvoir protéger de manière sécurisée. Donc ça, vous conseillez les... On conseille à un utilisateur. On conseille d'utiliser également France Identité, Ouais. qui est une très bonne initiative, qui permet en fait de donner un QR code de sa carte d'identité qui est valable 15 jours. Ok. Ça, je vous conseille pour n'importe quoi dans la vie. On le dit là. Voilà, Ça, France Identité, Filigrane Facile. Également, on a créé une boîte aux lettres qui s'appelle verif@ginka.fr, où les gens, s'ils ont un message un peu douteux, ils peuvent nous le transférer. Et là, on peut répondre soit à la main, soit automatiquement, pour vous dire si c'est un message frauduleux. Donc on le fait aussi, on vérifie par les messages aussi également des propriétaires, si c'est un message d'arnaque ou pas. Voilà. Et on recommande aussi, si c'est possible, de vérifier l'identité du propriétaire lors de la visite. C'est-à-dire que ce que va faire rarement un arnaqueur, il peut vous envoyer une pièce d'identité en ligne parce qu'elle a été générée de manière fausse. Mais en physique, très rare. Donc si vous arrivez à voir en vrai la pièce d'identité du propriétaire, c'est un bon signal que ce n'est pas une arnaque. Et toi, du coup, les arnaques, parce qu'on ne les dépose pas sur Ginka directement, on les dépose sur les autres plateformes sur lesquelles tu récupères les annonces. Oui. Donc, c'est à eux, en vrai, de faire ce travail de modération. Oui, aussi. mais en fait, si Ginka existe, c'est parce que la donnée dans l'immobilière n'est pas qualifiée. Ouais, ok. N'est pas qualifiée. Il y a 25% des annonces de particuliers qui sont des arnaques, à peu près. Nous, on bloque 500 000 notifications d'arnaques par jour. Alors, ça ne veut pas dire 500 000 annonces, hein, mais 500 000 notifications qu'on bloque. C'est énorme. On en voit quand même sur un total de 3 millions par jour de notifications. Ouais, mais ça reste énorme. Ça reste énorme. Il y a également du contenu. Un autre exemple. À Paris, il y a... Alors ça varie suivant les époques, mais il y a entre 2 et 4% des biens à Paris qui ne sont pas à Paris. Par exemple, faites une recherche. Je vous invite à faire une recherche sur des portails très connus dans le premier arrondissement de Paris. Vous verrez des cocotiers, des choses comme ça. Ah oui, non, mais il y en a plein, ça, qui mettent leur maison de campagne localisée à Paris pour que les Parisiens puissent avoir accès à leur maison de campagne. On le voit plein de fois, ou alors, il y a des choses qu'on traite différemment. C'est-à-dire qu'il y a tout simplement du contenu qui n'est pas adapté. On a développé aussi des chats GPT, lecteurs d'annonces, pour essayer de mieux les classifier. Un exemple très simple et très important quand même, ce sont l'investisseur. Si un des investisseurs qui nous regarde, ceux qui investissent
dans un appartement, par exemple, de 4 pièces, Mhm. 3 chambres, et qui veulent louer à 3 étudiants. D'accord? Donc vous avez un appartement de 100 mètres carrés, vous avez 3 chambres, et vous le louez, je ne sais pas moi, à 700 € la chambre, Mhm. 100 mètres carrés. Ce qui va se passer, c'est qu'il va être sur les portails, 4 pièces, 3 chambres, 700 €. Ouais, c'est ça. Il va faire, Ça, tu c'est-à-dire- l'acceptes pas, ça, par exemple? Non, si, on l'accepte, Ouais. mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est que. Non, juste le problème, c'est que pour ceux qui recherchent un 100 mètres carrés, c'est nul, puisque c'est pas pour eux. Ouais, ouais. Et ceux qui cherchent des studios, c'est nul, ça apparaît pas. C'est pas un studio, c'est classé comme 4 pièces. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de détecter en lisant l'annonce si c'est un vrai appartement de 4 pièces ou si c'est des chambres en colocation. Donc il y a le prix qui joue bien sûr également. Et donc on va transformer cet appartement. Par exemple, au lieu qu'il soit de 100 mètres carrés, 3 chambres, on va diviser, on va mettre 25 mètres carrés, on va diviser par 4 ou par 3. On va dire c'est pour 3 personnes, donc on va faire un tiers. Ou s'il y a le détail des chambres, on peut faire le détail des chambres. Mais on va l'envoyer à ceux qui cherchent des studios. Parce que c'est les gens qui cherchent seuls. Mais alors, du coup, t'as pas peur qu'il y ait une problématique aussi où la personne qui recherche un studio ne recherche pas forcément une colocation? On peut pas créer juste une catégorie colocation et que cet appartement ressorte quand les gens ont coché colocation? Alors, en fait, les gens qui recherchent des studios, ils peuvent décocher les chambres. D'accord. Ils peuvent choisir de recevoir que des appartements entiers. Mais là, ça fait des années qu'on l'utilise. On a eu très peu de plaintes. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt en pénurie de logement. Donc, c'est des options supplémentaires. Donc, aujourd'hui, les gens qui cherchent des studios, c'est quand même. Attention, il faut distinguer une chambre dans une colocation. Donc, la problématique, c'est l'ambiguïté, la polysémie du mot colocation, Ouais. qui comporte aussi bien le fait de pouvoir louer une chambre avec des colocataires, mais tu auras un bail individuel dans un appartement, et prendre un appart avec plusieurs amis, où tu es en coloc, mais c'est un bail unique en fait. Donc c'est comme un couple en fait. Bien sûr. Et donc là, quand c'est un bail individuel, où tu as une chambre privée et une partie commune, tu as quand même ta chambre privée. Ouais. Donc ça n'intéresse pas tout le monde, mais c'est quand même des bonnes options de secours dans ce marché qui est tendu, et tu peux tout à fait sur Ginka dire j'en veux pas. Et là, c'est clairement, tu n'auras que des logements entiers, mais c'est bien moins pire que d'envoyer ça à des gens qui cherchent des 4 pièces. Ah ouais, Donc nous, on les transforme, c'est pas si simple, et là, les IA nous aident beaucoup. Et il y a également aussi une autre problématique qui est les biens neufs, anciens. Ah oui. Énormément, alors un certain nombre d'agences, ou plutôt des agences, forcément pour être plus visibles, catégorisent Du neuf dans de l'ancien. Du neuf dans l'ancien. Ouais. Et des fois, nous, on a l'inverse aussi. On va faire une annonce dans de l'ancien, mais d'un appartement qui a été refait à neuf. On met refait à neuf dans la description et ils le catégorisent en ancien, en neuf. Voilà. Ouais. Ginka, en chiffres, ça représente quoi? Tu me disais 3 millions de notifications par jour. Ouais. Ok. Sinon, autre chiffre, on a 3 millions d'utilisateurs. Ok. Et 150 000 personnes chaque jour qui se connectent à l'application. Ok. C'est quoi l'évolution par rapport à il y a 2 ans? Il y avait combien d'utilisateurs? On a plus que doublé, quoi. Ah oui, ok. Donc, Plus c'est que énorme. Donc doublé. ça va à une grosse vitesse. Ouais, ça va à une très grosse vitesse. On fait plus d'1 million de téléchargements par an. Ah ouais, c'est énorme. Et donc, du coup, sur la présence des biens, il y a combien de biens là sur Ginka actuellement? En vente, il y a entre 1 million et 1,5 million. Ça dépend des 1 million, 1,5 million. Et la répartition sur la France, c'est quoi? C'est la répartition classique de marché. Ok, ouais, il n'y a pas de. Je ne pas des chiffres précis, faudrait être précis. Ouais. Mais je ne vais pas te donner des détails. Par région, c'est. Voilà, de toute façon, il y a l'Île-de-France, ça représente 20% de. C'est 12 millions d'habitants. Donc c'est un peu moins de 20% de la population, quoi. Ok. Et donc, une fois qu'on publie, donc un appartement est publié sur une plateforme X, une grande plateforme, c'est quoi le délai pour qu'il apparaisse sur Ginka et qu'il parte en alerte? On a des crawlers qui tournent en permanence. Ouais. Donc dès qu'on détecte, c'est dans les minutes. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est avoir le plus possible de sources différentes. Parce qu'un même bien ne va pas être diffusé au même moment sur différentes plateformes. Vous savez, les gens en tant qu'agents immobiliers, ils peuvent séquencer évidemment leur diffusion. Et donc, nous, on essaie d'avoir le plus possible de sources pour avoir l'annonce le plus rapidement possible. Donc, ça peut aller de quelques minutes à quelques heures. Ça dépend des cas. Comment tu as fait déjà pour faire connaître aussi rapidement? Parce qu'on parle donc ça fait 9 ans. Presque 9 Ouais, ans. c'est pas si rapide. Hein. Ouais, mais bon, pour un marché où il y a des mastodontes d'annonces immobilières, il y en a plein qui se sont lancés, qui ont essayé de faire des sites d'annonces immobilières plus classiques, mais qui n'ont pas réussi. Donc, ça a été quoi? C'est beaucoup de bouche à oreille, Ça a été principalement du bouche-oreille. Ouais. C'est la question qu'on me pose souvent. Moi, je réponds que on s'est beaucoup intéressé aux utilisateurs. Ouais. On ne s'est pas développé au départ. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris
dans mes précédentes expériences. On a commencé à ouvrir d'abord en location à Paris, puis uniquement à Île-de-France, puis après ville de province, puis après toute la France. Ok. Parce que je savais qu'il y a des marchés différents et que je n'étais pas capable de gérer toute la complexité tout de suite. Et je ne sais pas combien de personnes m'ont dit tous les jours, mais Marc, faut que tu ouvres, faut que tu chantes. Déjà, le fait d'avoir commencé par la location, c'était complètement contre-intuitif. Je crois qu'on est les seuls à avoir commencé par la location et pas par l'achat. Parce que tout le monde disait, ce qui est vrai, hein, un acquéreur a beaucoup plus de valeur qu'un locataire. Ce qui est totalement vrai. Sauf que le bouche-oreille a été plus rapide par des locataires, parce que la fréquence de location est plus rapide que la fréquence. Bien sûr, ça bouge beaucoup plus. Et quand tu veux changer un marché, passer par les jeunes, eh bien, c'est ce qui est le plus efficace, puisque qu'est-ce qui se passe chez les jeunes? Ils ont cette caractéristique incroyable de vieillir et de devenir adultes. Et donc, les locataires d'aujourd'hui sont les acheteurs de demain. Bien sûr. Et donc, dès qu'on a lancé la partie achat, tout de suite, on a des utilisateurs. Ok. Dès qu'on a lancé les provinces, tout de suite, dès que j'ai ouvert 60 départements, le lendemain, on avait, l'année dernière, on a lancé toute la France, on a ouvert 60 départements, le lendemain, on avait des utilisateurs dans les 90 départements de France. Ouais, donc c'était le démarrage qui était un peu long, le temps C'était d'accumuler ces premiers... En fait, il y en a aussi des problématiques d'accueillir tout le monde, parce que si on va avoir on essaye, comme on a beaucoup d'utilisateurs, on n'est pas, par exemple, nos serveurs, ils sont hébergés en France. On n'est pas chez Amazon et Google, donc on essaie d'avoir des coûts de serveurs qui soient raisonnables. Donc pour accueillir autant de notifications par jour, on a eu des challenges techniques de scalabilité. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas ouvrir trop rapidement, pour pouvoir accueillir tout le monde de manière rapide. Et donc c'est vraiment toujours être focus sur l'utilisateur, focus sur ses problèmes. Moi-même, en tant que CEO, aujourd'hui, je passe une bonne partie de mon temps à lire les messages des agences, des clients et à répondre moi-même. Très souvent, le support, c'est moi-même. Ça, c'est une grosse qualité, je trouve, hein, d'être toujours dans le cœur du truc, à sentir, à voir. C'est comme ça que je comprends les problèmes, Ouais. en fait. Moi, c'est ça qui... En fait, on reprend depuis le début. Moi, ce qui m'anime, c'est comprendre les problèmes des gens pour les résoudre. Et donc, si je ne comprends pas les problèmes, comment est-ce que je veux gérer une boîte et faire les priorités? Parce que quand on est une petite équipe, le plus important, c'est savoir sur quoi on travaille. Bien sûr. Et donc, la gestion de ta priorité de ton temps, elle est essentielle. Et cette construction d'actifs, quand je me suis lancé, en fait, la stratégie mobile, elle a aussi payé ses fruits, puisque aujourd'hui, on a aussi une partie du trafic qui vient du référencement mobile. Oui. Quand tu tapes immobilier sur l'App Store, on est premier, par exemple. Et ça, au départ, ce n'était pas le cas. Mais grâce aux avis, grâce au référencement, y a un actif qui se crée, qui fait que ta marque, elle vient d'être connue sur mobile. Et maintenant, le challenge, c'est d'être connu aussi sur les ChatGPT et compagnie. Il y a des utilisateurs maintenant qui nous disent, je t'ai trouvé via le chat. Voilà. C'est quoi, c'est le SEO, je crois, qui pousse la c'est reconnaissance le SEO, de la ChatGPT. effectivement, ou les articles, ou même peut-être le contenu comme ça. On verra demain comment les algorithmes. J'ai vu ta bio sur LinkedIn, c'était 99% comprendre le problème et 1% pour le résoudre. Oui, en fait, moi, c'est ce qui m'a marqué. En fait, je pense que c'est ma naïveté Moi, j'étais quelqu'un de très scolaire. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'étais comme ça, c'est mon côté encore flemmard. C'est que j'aimais bien les maths quand j'étais jeune et j'aimais bien, on me posait un problème, j'essayais de le résoudre, ça m'amusait. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à toute personne qui travaille avec des ingénieurs, parlez leur problème. Ouais. Donnez-leur un problème, ils adorent trouver les solutions. Et quand je suis allé en entreprise, j'ai trouvé que c'était assez différent de quoi j'imaginais et que, en fait, le problème parfois n'était pas bien exprimé comme à l'école. Ce qui est un peu évident maintenant, mais au départ, je ne m'en rendais pas compte. Et du coup, j'ai compris que la difficulté, ce n'était pas forcément de trouver les bonnes solutions, mais déjà d'exprimer le bon problème, poser les bonnes questions. Et ça m'a énormément marqué. Et donc maintenant, j'essaye vraiment de toujours communiquer en tant que problème. Quand les gens ont un désaccord, de dire de quoi vous parlez-vous, quel est votre problème. Parce que les gens sont toujours très souvent en désaccord sur les solutions, parce qu'ils ne parlent pas de la même chose. Ouais. Et donc, une fois que tu es d'accord sur les problèmes, après, tu peux avoir des accords sur la méthode, sur ce que tu vas faire comme solution. Mais dans ces cas-là, tu testes. Mais au final, c'est plutôt pour avoir une clarification sur la communication qui est essentielle. Et c'est très vrai aussi pour l'auto-utilisateur. Quand, par exemple, les utilisateurs te disent je veux recevoir, je donne un exemple, je reçois trop d'emails. D'accord ? Les gens te disent je veux recevoir trop d'emails, faites-moi une alerte par jour. En fait, on ne l'a pas fait.
au début. Ouais. Non mais pourquoi? On a écouté, on s'est dit en fait la problématique c'est que l'utilisateur reçoit beaucoup, enfin dans son message c'était je reçois trop d'annonces et du coup je m'embrouille. Mais la solution qu'il a proposée c'est une alerte par jour. Et ça, pour nous, ça ne pouvait pas être une bonne solution parce que s'il ne reçoit qu'une alerte par jour, surtout quand il est en recherche active, il va recevoir des biens qui ne sont plus disponibles. Ouais. Ça, c'est le marché. Ça va trop vite, ouais, bien sûr. Donc ça, c'est pas une bonne solution. Mais par contre, son problème était réel. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a limité, ou on a donné des conseils pour limiter le nombre d'annonces qu'il pouvait recevoir par jour. On ne peut pas recevoir sur Jinka 200 annonces par jour. Ouais. Donc, c'est un exemple en fait de communication où en fait, quand une personne t'écrit, tu cherches à comprendre le problème de quoi il parle. Ouais. Faut pas résoudre bêtement. Parce que non, les gens te disent, quand vous communiquez aux gens, est-ce que tu peux me faire ça? Ouais. Surtout aux développeurs. Par exemple, tes développeurs te disent, Marc, est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que tu peux me faire ça? Ils te donnent directement la solution. Mais déjà, dans ton tête, tu as un processus mental qui t'a donné à amener ce que tu dis. Et tout le travail, c'est essayer de décrypter le processus mental de ce que les gens vous disent pour comprendre pourquoi ils vous l'ont dit et réfléchir si le problème derrière, comment est-ce qu'on peut mieux le résoudre ou le résoudre de manière plus efficace pour cet utilisateur-là ou même pour plus d'utilisateurs. Ouais. Alors, c'est un terme qui s'appelle, mon côté ingénieur, désolé, ça s'appelle le reverse engineering. Ok. C'est essayer, en fait, c'est un terme technique pour essayer de comprendre ce qu'il y a sous le capot, comment ça fonctionne. Et ben un peu, on essaie de faire le reverse engineering de ta tête pour essayer de comprendre pourquoi tu as pensé ce que tu as pensé, pour essayer de bien t'aider. Un utilisateur, il connaît très bien son problème, mais c'est pas ni un ingénieur ni quelqu'un du produit. Concevoir des solutions, c'est un métier. Hein, chacun son métier. Nous, notre métier, c'est concevoir des produits et des solutions qui permettent d'améliorer l'expérience des acquéreurs et des agences. Mais je ne suis pas agent et je ne suis pas acquéreur. Donc, il faut essayer juste de comprendre ce que les gens veulent. Et une fois qu'on a bien compris, c'est là où la casquette ingénieur et la casquette produit marche pour essayer de mettre en place les solutions. Donc, pour ça, il faut bien échanger avec les acquéreurs et avec les agences. Il faut faire une discussion, il faut poser les bonnes questions. Il faut être capable ou décrypter. Voilà, c'est tout un travail d'apprentissage à faire. Super intéressant. Vous êtes une équipe de combien là chez Jinka? Alors aujourd'hui, on grossit pas mal. On est 15 personnes. Ah oui. Et pendant longtemps, on était moins de 10. Ok. Elle est composée de quoi l'équipe? Il y a des commerciaux? C'est moitié commerciaux, moitié ingénieurs. Ok. Parce que je t'ai beaucoup vu parler de la partie B2C, parce que forcément c'est le gros. Mais donc du coup, tu as une offre aussi B2B en direction des agences immobilières. Moi, que je trouve exceptionnel tant par rapport au price qui va à 199 € par mois et par rapport à la qualité. Nous, on le voit par exemple sur les premiers, quand on publie un appartement, les premières annonces qu'on reçoit, c'est fou, des fois c'est Jinka. Ouais. C'est les premiers qui sonnent. Parce que c'est une règle. En fait, nos utilisateurs, ils ont. Donc, juste pour clarifier un peu l'offre, donc en fait, c'est un petit peu comme Google. Tu as un référencement gratuit sur Jinka, mais tu as un référencement payant avec des différents types d'algorithmes. Aujourd'hui, sur Jinka, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de trafic par le push. Donc, ce qui compte, c'est avoir des push, avoir des rappels de push, ce qu'on offre. Bien sûr, les classiques, être en tête de liste. Mais il n'y a pas que ça. Il y a à savoir aussi à qui tu vas t'adresser en fonction de tes critères. Je donne un exemple assez simple. Tu mets ton prix parfois, avec les frais d'agence, les prix ne sont pas arrondis. Un bien peut être malheureusement 503 000 €. Ouais, c'est rare. Et comme sur Jinka, les gens ils mettent des prix ronds, parce qu'il y a des fourchettes, des sliders. Tu mets un pourcentage, une marge d'erreur. Juste par exemple, si on passe de 500 000 à 503 000 €, un bien, ça perd 30% de visibilité. 30%. Pour 3 000 €, on perd 30%. Il n'y a que vous qui le faites ça. Non, il y en a d'autres. Les sliders, cette marge, les sliders. Ouais, cette marge ce pourcentage d'erreur là, de mettre un bien 503 à 400, en dessous des 500. Non, alors après, je ne sais pas s'il y a d'autres qui le font. Mais en tout cas, le fait d'avoir des sliders pour son prix, c'est très classique. Oui, ça, oui, bien sûr. Non, mais nous, on a juste regardé les chiffres. Ouais. Après, les autres, peut-être qu'ils ne communiquent pas sur les chiffres, ils ne le savent pas, peut-être. Non, mais nous, par exemple, en discours commercial, ce qu'on dit, c'est de leur dire quand justement, avec la commission, on arrive à un 505 000 €, c'est de leur dire c'est bête, faut qu'on baisse le prix pour qu'on soit à 499 ou à 500 000 €. Et nous, dans l'offre, par exemple, le Jinka Pro, on a des protections anti-effet de seuil. Ouais. Voilà, qui sont à quelques pourcents pour permettre d'avoir, justement, pour pallier ce genre de problématique. C'est quoi le pourcentage ? De base, c'est 3%. 3%. Voilà. Et puis après, adoption. Mais évidemment, l'utilisateur, il peut opt-out, évidemment. Il peut aussi faire une proposition de prix. Oui. En fait, on essaye d'avoir. En fait, ce qui est toujours difficile, et c'est ça la beauté des places de marché, c'est la tension qui existe entre l'offre et la demande. Par exemple, une agence,
elle va vouloir, si un bien est à Boulogne, le mettre à Paris 16. J'ai envie de me dénoncer. Non, mais c'est quelque chose de classique et je comprends. Bah oui, bien sûr. Je comprends parce que, en fait, Surtout quand c'est limitrophe, quoi. En fait, ce qui est toujours un peu frustrant, et ça je le comprends, c'est que un agent immobilier, enfin en tout cas la personne qui est responsable du marketing, elle aimerait avoir plus d'outils pour pouvoir cibler son audience. Euh, et parfois, sur les portails, c'est très pratique, mais parfois quand ça marche bien, c'est parfait, mais quand ça marche pas, tu sais pas quoi faire. Ouais. Donc à part le fameux republication, échanger de numéro d'index. En train de donner tous les codes. Ouais. Et donc, effectivement, on a des options aussi de suggestions pour pouvoir, sur les communes limitrophes, pouvoir permettre aux gens qui sont dans une commune pouvoir pusher dans les communes limitrophes, mais l'utilisateur, lui, peut opt-out. Donc, Ouais. ça s'appelle les suggestions. Et ça, c'est inclus dans l'offre. Parce que pareil, il y a des annonces, enfin, il y a des portails d'annonces immobilières qui proposent cette option-là, mais il faut payer un référencement encore plus cher pour qu'il te fasse apparaître. C'est inclus dans certaines offres, mais pas dans toutes. Ok. Voilà. Mais il y a aussi le nombre de push. Par exemple, t'as pas vu, si t'as pas vu, si par exemple ton bien n'est pas vu, bah, tu peux le renvoyer un autre push pour le rappel. Oui, ok. Donc il y a aussi des contacts, ce qu'on appelle des algorithmes de matching, pour pouvoir vous mettre en relation avec des acquéreurs qui n'ont pas forcément fait de demande, qui ont opt-in bien sûr, pour être en contact avec des agences qui correspondent à tes critères. Vous savez, l'utilisateur, parfois l'acquéreur, parfois il veut aller voir des agences en physique pour essayer de dire je suis en recherche d'eux. Ouais. D'accord, ça arrive. Bah, nous on essaie de transposer ça chez Jinka. On va dire tiens, cette agence-là, elle matche bien ta recherche, donc on va t'envoyer le contact pour qu'elle te donne un peu d'off-market si elle a envie. Ok. Et ça fait partie de l'offre Jinka Pro. Et cette marge-là que tu as par exemple sur le prix, donc un bien à 503 000 euros qui apparaît en dessous, enfin qui peut apparaître en dessous, tu as la même chose sur la surface, un bien à 103 mètres carrés qui apparaît. Certaines options, oui. Ok. Et tu veux développer avec Jinka une offre, parce que là tu es très ciblé recherche, qu'elle soit acquéreur ou locataire, tu veux développer quelque chose pour les vendeurs ou pas du tout, c'est pas en vue? Pour les particuliers vendeurs? Oui. Non, c'est pas pour l'instant, on se concentre sur les professionnels. Ok, très bien. Et donc ouais, sur l'offre donc B2B, donc il y a un abonnement, oui. Une offre donc à 199. Il y a deux formules. Alors, en plus, Ouais. on a des prix publics, c'est sur le site Jinka On va les redonner, Pro, si les agences nous écoutent. Donc, vous nous écoutez, j'espère. Le tarif dépend de savoir si vous êtes en région parisienne ou en province. Ouais. À l'heure où j'écoute, parce que là vous écoutez, ça aura pris 20% d'ici là. En date du 24 avril, mais non, parce que ça dépend de l'audience. Ouais, bien sûr. Donc c'est en région parisienne, c'est 99 € par mois pour 10 annonces. Ok. 199 € pour illimité. Et en province, c'est 49 € pour 10 annonces et 99 € pour illimité par agence. Par agence, ouais, c'est ça. Par agence. Voilà, exactement. Et après, voilà, on peut faire des. Si vous avez beaucoup d'agences, il y a des prix bien sûr qui sont négociés. Quoi. Ok. Et ce qui doit devenir hyper intéressant là avec Jinka, j'imagine, c'est que du coup, tu as des utilisateurs qui aujourd'hui ne vont même plus sur les autres plateformes. En fait, tu génères des recherches de clients, qui soient locataires ou acquéreurs, via Jinka et qui ne sont pas ailleurs en soi. Tout arrive. Parce que avec le temps. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, les gens ils disaient jamais j'ai trouvé leur appart j'ai vu votre annonce sur Jinka. Ouais. Et plus avec le temps passe, plus ils disent j'ai trouvé sur Jinka. C'est ça va devenir un portail à part entière parce que nous on reçoit des fois plus d'annonces via Jinka que via des gros noms et tout ça donc pour un abonnement qui est comme tu le disais à 199 enfin je pousse tout le monde à souscrire à Jinka à 199 € par mois alors que sur des portails on est à plus de milliers des milliers d'euros. C'est comme aujourd'hui dans le langage courant vous dites j'ai trouvé ça sur Google. Ouais. Alors que vous ne l'avez pas trouvé sur Google, vous l'avez trouvé sur un site que vous avez trouvé sur Google. Ça vous arrive. Ouais. Jinka, ça devient le moteur de recherche. En fait, voilà, on veut faire c'est une verticale, mais la différence entre Google et Jinka, et même la différence entre même ChatGPT et Jinka, c'est que Jinka, la recherche immobilière, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle du push. En fait, nous, on est le seul aujourd'hui à avoir ces trois caractéristiques-là. On est mobile first, basé beaucoup sur la basé sur l'AI. Et alert driven, c'est-à-dire que je dirais que la première fonctionnalité disruptive des débuts, c'est qu'on n'a pas de barre de recherche. Ouais, c'est vrai. Quand j'ai monté le premier version de Agile, on ne peut même pas voir l'historique. Il n'y avait pas de moteur de recherche.
Parce que je me suis dit, mais en fait, les biens passés, parfois, s'ils sont trop longs, bah, soit ils sont plus disponibles, soit ils sont pas au bon prix. Donc, on a quand même maximum 100 biens. En fait, quand tu crées une alerte sur Jinka, tu as maximum 100 biens pour donner un échantillon. Mais le trafic aujourd'hui est très drivé par les alertes. Donc, on est vraiment alert-driven. Alors, je dis pas que ça changera jamais, bien sûr, évidemment. Mais aujourd'hui, on est vraiment basé sur... On demande des alertes, des critères précis. Ce qui fait aussi, pour les agences, les gens, ils peuvent pas faire une recherche juste Paris et faire Hunter pour pouvoir... Et ce qui est sympa, nous, quand on reçoit une demande acquéreur, ce qu'il n'y a pas sur les autres, ce que je trouve hyper sympa, c'est qu'il y a la date de création de l'alerte aussi. Oui. Donc ça peut nous permettre de voir si le projet est mûr, pas mûr, s'il est tout récent. C'est ça. Nous, on peut le faire parce que les gens sont obligés de créer des alertes sur Jinka. Ouais. Et qu'ils ont push. Ok. Voilà, c'est ça qui... Bon, génial. C'est quoi ta journée type ? Très bonne question. Alors, ma journée type, en général, je commence à travailler entre 8h et 8h30. Ouais. Je commence toujours par la même chose. Je me lève, je regarde mes chiffres de la veille. Ok. Parce qu'en fait, comme c'est un système complexe, on a eu tellement de cas, de problèmes qui arrivent, que maintenant, on a des métriques qu'on surveille, bien sûr, des alertes en temps réel. On a nous-mêmes des alertes, pour voir si ça marche bien. Et on monitore des chiffres, chacun monitore. Ça s'appelle le daily data, la daily data routine. Ok. Pour vérifier si, par exemple, mon nombre d'inscrits de la veille est normal et mon nombre de gens qui sont actifs la veille est normal, par exemple. C'est la première chose que je regarde. Ensuite, je regarde d'autres indicateurs. Ensuite, jusqu'à 9h du matin... Donc, si les chiffres sont mauvais, déjà, tu démarres mal la journée. En gros. Voilà. Mais bon, ils sont souvent bons. Ok. Non, parce que... Enfin, oui, ils sont souvent bons. Mais en fait, c'est pour savoir juste s'il n'y a pas eu de problème. Oui, c'est pas s'il est bon ou pas bon. C'est plutôt s'il n'y a pas eu quelque chose de, bien sûr, un truc de particulier. À cracher, Voilà, un truc qui a craché. Ou alors une campagne marketing. Oui. Un matin, tu découvres... Ah bah tiens, 7000 inscrits hier. Oh, il s'est passé quoi ? J'ai pris un petit coup de pub. Il s'est passé quoi ? Je ne savais pas. J'espère que ce sera ça après la diffusion du podcast. Et j'espère aussi. Et ensuite, nous, on fait des points à 9h. Ouais. J'essaie de répondre. Je commence mes journées par répondre à des utilisateurs, aux messages d'arnaque, répondre aux gens. Ok. Ensuite, si j'ai du temps, le matin, j'aime bien coder. Ok. Parce que voilà, j'aime coder encore. Ouais. J'essaie de parce que c'est toujours mon côté mettre en production. Ouais. J'aime toujours ça. J'ai vu que tu te mettais dans la catégorie geek. C'est à la mode aujourd'hui, beaucoup plus que. Quand j'étais en école junior, il y a plus de 20 ans, le message, je me souviens, c'était la responsable de deuxième année, il disait développeur, c'est pas pour vous. Ouais. En gros, développeur, c'était l'outsourcing en Afrique. C'est ça qu'il nous disait. Quoi. Okay. En gros, c'est des métiers de merde. Bon, aujourd'hui, ça a évolué. Moi, j'aime toujours développer, mais ce que j'aime le plus, c'est créer des produits et donc avoir une équipe. Et ce que j'essaie de faire, c'est essayer dans la journée de trouver le problème le plus important. C'est aider mon équipe. Ok. Alors, je suis très souvent en support de mon équipe. Donc, tout le monde est au bureau ou non, il y a du remote remote et bureau. En fait, en gros, l'équipe commerciale est plutôt bureau et l'équipe technique est plutôt en remote. Okay. Moi-même, je suis du remote aussi. Là, j'étais en vacances il y a 2 semaines en Bretagne en remote. Ouais. Et ma journée type, c'est aider mon équipe si on a des problèmes techniques, que ce soit l'équipe technique elle-même ou l'équipe commerciale. Moi, je fais beaucoup de support à l'équipe commerciale pour l'aider à être plus productive, à faire plus d'automatisation. Ok. Et parfois, comme aujourd'hui, j'ai des rendez-vous clients, parfois des interviews, ça arrive de plus en plus en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est un mélange de... Tu finis pas trop tard ? Non, je finis pas trop tard. Non, ça va. En général, je finis 18h30, 19h. Ok, ça va. Et je commence à 9h. Mais je suis du matin. J'ai arrêté. Maintenant, je travaille relativement très rarement le soir. Ça m'arrive s'il y a des coups de bourre. Parfois un peu le week-end, mais assez peu. Ce que j'allais te dire, tu arrives à décrocher quand tu pars par exemple 2 semaines en vacances ? En fait, je décroche pas moi dans ma tête. Oui. Alors, pour décrocher, j'ai des techniques maintenant nouvelles. Je me suis mis à courir pour décrocher, pour déstresser. Et le soir, je me suis mis, grâce à mes enfants, à jouer à Super Smash Bros. Ok. Du coup, je décroche, ça me permet de bien vider la tête et pas penser à ça, parce que là, je pense à comment améliorer ma technique quand on évite de me faire éclater en 2 secondes. Ouais. Voilà. Mais autrement, en fait, j'y pense. Oui, c'est tout le temps là. J'y pense tout le temps. Mais en fait, c'est comme un marathon. Je peux pas. Quand tu cours à la course à pied, tu peux courir, je sais pas, tu peux courir à ton maximum pendant, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes. Mais si tu cours un marathon, il faut courir à 70% de cette vitesse-là. Ouais. Et c'est pareil avec le travail. Tu peux pas travailler 70 heures par semaine
enfin en tout cas moi je suis pas capable pendant 10 ans sur un projet. Il faut pouvoir ménager sa forme. Ouais. Et donc oui, quand j'étais plus jeune, j'ai fait, notamment quand je voulais lancer Food Reporter, j'ai fait des trucs où je faisais du 16 heures par jour, ça m'est arrivé. Ouais. Mais à la fin, j'en pouvais plus. Ouais, t'es cramé. Donc j'essaie de faire quelque chose qui soit durable dans le temps. Et donc j'essaie de travailler raisonnablement, un peu tout le temps par contre. La contrepartie, c'est que j'ai assez peu de vacances complètes. Ouais. En gros, le nombre de semaines dans l'année où je suis 100% off, c'est 2. Ce qui était bien, parce qu'avant, c'était 0. Hein. Et j'ai 3 semaines, on va dire, où je travaille peut-être 2 heures par jour. Mais tu ressens le besoin des fois d'être complètement off, parce que je pense que ça diffère aussi en fonction des personnes, non? Moi, par exemple, de couper complètement, enfin, après, aujourd'hui, en tout cas, j'en ressens pas forcément le besoin, tu vois. Ouais, mais ça dépend de ton niveau de stress Oui. et ton niveau de fatigue, de sommeil. Et oui, des fois, bien sûr, je ressens, parce que déjà j'ai 44 ans. Ouais. On en parlera dans 17 ans. Tu les fais pas. Non, mais vraiment, Mais ça oui, change. oui, non, bien sûr, Ça j'imagine, change, ouais. ça change. Pour ça, je pense que ça diffère en fonction. C'est ce que je faisais à 30 ans. Je peux pas le faire aussi. Je peux le faire une fois, Ouais. mais je peux pas le faire sur le long terme. Donc, il faut que je ménage ma santé. Alors, je dis pas que je suis en mauvaise santé, hein, mais que moi, j'ai besoin d'être en forme, notamment parce que plus on est en forme, moi, je suis quelqu'un de assez stressé. Ouais. Et chef d'entreprise, c'est un métier quand même Bien sûr. extrêmement stressant, mais vraiment, vraiment très stressant, Ouais. je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, plein de choses que tu contrôles pas. Et donc, pour gérer son stress, il faut bien dormir. Et donc, j'essaie de prioriser aussi mon sommeil, parce que j'ai appris avec le temps aussi que mon niveau de productivité varie beaucoup avec ma forme. Et donc, même maintenant, des fois, en fait, pour des rendez-vous où je suis là, mais je dis non, je suis pas disponible parce que je sais que je suis pas en forme. Ouais. Et donc, j'essaie de mieux me connaître et d'adapter mon rythme à mon âge. Et Sans être vieux, mais c'est juste s'adapter à son âge. Ouais, bien sûr. Et quand tu as des moments comme ça de coups de mou, parce qu'on en a tous, Tout le monde. en tant que chef d'entreprise ou pas même d'ailleurs, comment tu te reboostes? C'est quoi ton truc? Il y en a, moi par exemple, j'aime bien aller faire un tour dehors et prendre l'air. Déjà, j'essaie de courir plusieurs fois par semaine. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la course à pied. Ouais. Ça, c'est pour la partie stress. Et en fait, maintenant, je connais avec le temps, je sais que j'ai des moments up and down. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui a plus de mal dans le moment up que dans le moment down. En fait, les moments down, j'arrive à me motiver. En fait, quand ça va mal, ça me motive pour aller encore mieux. Ok. Et ensuite, j'essaie d'avoir des techniques de projection quand ça va mal, où je me projette en me disant, c'est un peu comme des courbes. Tu vois, ça monte, ça descend. Et quand je suis bas, je me dis, je sais que d'ici quelques temps, je serai up. Ouais. Ça reviendra. Donc j'essaie de me dire, je sais que c'est passager. Ouais. Voilà, c'est technique personnelle, quoi. Moi, je suis pas psychologue. Hein. Non, bien sûr, mais on a chacun nos voilà. tips. Ouais. Donc en gros, c'est la projection et c'est l'action. En fait, on se rassure. Le stress, ça vient de. Alors, c'est pas moi qui le dis. Hein, Ouais. je crois que je répète ce que dit Jeff Bezos. Hein, ça vient de ce que tu contrôles pas. Donc il faut agir pour travailler sur ce que tu maîtrises. Donc si tu as fait ce dont tu estimes pouvoir faire, ce qui est en ton contrôle, le reste, ça t'appartient pas, quoi. Et qu'est-ce qui t'anime le plus au quotidien? Donc résoudre les problèmes, ça je l'ai bien compris. Il y a d'autres choses qui t'animent vraiment, qui te stimulent quotidiennement? Que mon équipe soit heureuse. Ouais. Voilà, c'est mon équipe et mes personnes. En fait, il n'y a rien de mieux dans la vie que... Et c'est pour ça, en fait, que aussi, je suis dans l'immobilier. Parce que ce qui change dans l'immobilier, par rapport aux autres domaines, c'est que je vois que c'est un problème tellement important pour les gens, mais primordial. Et le stress que ça a, il y a souvent ce qu'on appelle la règle des 3D. Je ne sais pas si tu la connais. Non. Décès, divorce, déménagement. Oui, bravo. Je vais l'utiliser pour un posting. C'est pour ça que je te disais qu'on offre le déménagement. Nous, c'était un peu pour ça, pour soulager justement les propriétaires. C'est les 3 moments les plus stressants de la vie. Ok. C'est énorme. Je vais la reprendre. J'ai rien inventé. Hein. Ouais, moi, j'invente rien. Moi, je fais que copier. Non, mais c'est juste un corollaire pour dire à quel point c'est stressant le déménagement. Et c'est pour ça qu'on apporte la valeur, nous tous, enfin tous ceux qui nous écoutent, qui travaillent dans l'immobilier, je pense qu'on peut être fiers de ce domaine-là, parce qu'on travaille sur des sujets extrêmement importants que je peux analogiser avec l'amour, le travail et la santé. Et c'est les marketplaces qui, pour moi, sont vraiment essentiels. Je répète, avant, j'étais dans le domaine des vacances, qui est un beau sujet aussi, mais j'ai trouvé, en tout cas à titre personnel,
que c'était beaucoup plus impactant de travailler dans l'immobilier parce que ça touche 100% des gens. Tout le monde déménage. Et c'est un tel enjeu. Et encore plus, je trouve, aujourd'hui. Moi, je suis scandalisé par le problème de logement, par le paradoxe en fait, qui existe entre la pénurie qui existe, notamment pour les jeunes actifs dans les grandes villes, et les contraintes politiques et légales qui font que c'est difficile, et je le comprends, de changer les choses. Mais voilà, nous, on essaie de faire ce qu'on peut à notre échelle, c'est-à-dire en fait, apporter la transparence sur le marché et pouvoir montrer au maximum quelles sont les opportunités qui existent par rapport à ce dont tu as besoin, et surtout aider les gens. Ça, c'est ce que je ne l'ai pas trop dit, parce que je dois le redire, c'est qu'une difficulté quand tu recherches, c'est que tu connais pas le marché. Et tu connais pas ce qui existe au début, mais ce dont tu es capable d'acheter. L'exemple assez classique que je voudrais mettre en avant, un locataire qui gagne, par exemple, 2 000 € net et qui arrive à Paris, très souvent, il va avoir le raisonnement suivant qui est de dire je peux mettre 1 000 € de côté. Donc, je vais chercher, pour avoir plus d'offres, des logements jusqu'à 1 000 €. Alors que non. Et la mauvaise manière de communiquer auprès d'eux, au départ, c'est de leur dire non, ça va pas par rapport au revenu. Et en disant ça, vous mettez un petit peu en défaut leur honnêteté. C'est-à-dire que quand tu dis ça à quelqu'un, les personnes comprennent ah mais non, mais t'es pas capable de mettre 1 000 € de côté. C'est comme ça qu'elle comprend. Et donc ça marche pas. Ce qu'il faut, la bonne manière d'expliquer, et c'est comme ça qu'on le fait, c'est de se dire ceux qui postulent à des logements à 1 000 € de loyer gagnent en moyenne 3 000 €. Vous gagnez 2 000, et malheureusement, en général, les propriétaires vont privilégier ceux qui gagnent 3 000. Comme ça. Ouais, mais c'est psychologiquement, c'est mieux. Mais c'est la réalité. Et en fait, c'est ça qui est bien de place de marché, c'est que notre rôle en place de marché, c'est faire comprendre à la demande ce qui existe sur le marché, comment fonctionne l'offre, et faire comprendre à l'offre ce que veulent les acquéreurs, ce que veulent les acheteurs. Donc c'est pour ça que parmi nos évolutions, ça va être de donner le plus possible d'insight à nos agences pour savoir ce que veulent les gens. On a fait récemment, on donne un peu à nos JK Pro quelques datas que je peux donner ici, sur le DPE, par exemple, là qui est un sujet de plus en plus important. C'est un filtre qui est utilisé par quasiment un quart de nos utilisateurs. On voit en fait que ABC, globalement, tout le monde quasiment coche les cases, qu'il y a un premier drop à partir de D, qui est plus marqué en province. D et E sont plus marqués en province. Et évidemment, le F et G, là c'est moins 10%. Après, il y a ceux qui cherchent aussi à investir. Bien sûr. Mais ça permet de voir un petit peu. En gros, ça permet, vous, en tant qu'agence, de dire, en plus, si vous refaites un meilleur DPE, voilà le pourcentage d'audience que vous allez capter en plus. L'adresse, par exemple, adresse précise, en ayant une adresse précise, vous allez toucher 20% d'acheteurs en plus. Ok, oui, donc tu as toute cette data-là. Voilà, pour l'instant, elle est... C'est bien que tu me l'envoies, ça. Je peux pouvoir te l'envoyer, mais c'est des choses qu'on va rajouter sur notre dashboard. D'accord, ok. Pour pouvoir donner des insights, des outils, pour pouvoir dire, voilà quelle audience vous pourrez cibler si vous ajoutez telle information, si vous changez de DPE, si vous changez de prix même. Pour pouvoir après que vous, en tant qu'agence, pouvoir avoir des datas sur le marché des acquéreurs, qui est un peu notre expertise en tant que plateforme, pour pouvoir communiquer ça à aux vendeurs, pour avoir une meilleure information de ce qui existe et de ce qui est possible de faire par rapport au marché, tout simplement. Il y a même un truc, on s'en est rendu compte, c'est que quand tu fais une baisse de prix sur ton annonce et que tu as la flèche qui montre qu'il y a une baisse de prix, tout de suite, tu perds de l'attractivité. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est que les annonces sont refaites justement avec le nouveau prix pour qu'on n'ait pas cet indicateur qui... J'ai pas vu de preuve là-dessus. Il y a un effet psychologique. Voilà, beaucoup, je trouve. Mais... les gens vont avoir tendance à plus négocier quand ils ont vu une première baisse. Ils se disent je vais pouvoir essayer de taper une deuxième. Le signal que ça envoie, c'est que le bien n'a pas réussi à être vendu. Oui. Mais en fait, il y a deux choses. Il y a deux possibilités. C'est soit parce que le bien était trop cher. Enfin, si tu mets un bien qui est à 600 000 alors que le marché dit 500 000, c'est trop cher. Et il peut y avoir des gens parce qu'ils sont vraiment pressés. Parce que justement ils divorcent par exemple ou il y a un décès, donc il y a différents cas, mais aujourd'hui quand même il y a quand même plus de négociations oui bien sûr. Donc la négociation aujourd'hui c'est quelque chose qui est
plus. Il y a quand même un retour de marché qui existe. Ouais, bien sûr. Donc les gens aussi veulent pouvoir acheter. Et puis ça touche aussi plus de personnes. Donc quand on fait une baisse de prix, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en baissant de prix, on change un peu d'audience. Ça dépend du montant du prix. Donc c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont voir les annonces. Ouais, c'est vrai. Donc il y a des gens qui vont le voir pour la première fois. Ouais, c'est vrai. Tu parlais du plaisir que tu prenais au quotidien par rapport à ton équipe. T'es bon manager? Bon manager, je sais pas. Ouais. Alors déjà, je suis très mal placé pour le savoir. Je sais qu'en général, les entrepreneurs sont pas des bons managers. Ouais. Comment tu chapeautes en fait ton équipe? Parce que 15 personnes, il faut les gérer. Après, il y a un certain nombre que je connais. Enfin, j'ai déjà 15, ça reste encore. Oui. Moi, j'essaie de bien les connaître. Je n'ai pas de technique spécialement de management, plutôt que essayer de les aider. Ce qui est toujours difficile, par exemple, c'est tout ce qui est négociation salariale, par exemple. Essayer de penser. En fait, il faut se mettre à la place d'eux. Ouais. J'essaie de me dire, est-ce que j'aimerais moi qu'on me le dise en tant que salarié? Parce que moi, j'étais salarié pendant longtemps. Bien sûr. Donc, j'essaie de dire ce qui ne va pas et de dire ce qui va bien. Et surtout, le plus important, c'est plutôt la culture d'entreprise. Donc, la culture un peu qu'on essaie d'adopter, c'est celle qui marche un peu, moi, que j'aime bien. C'est liberté et responsabilité. C'est-à-dire qu'on est très libre d'avoir de faire ce qu'on veut, faire de prendre l'initiative. Pardon, c'est la préinitiative qui est importante. Et donc, du coup, c'est le droit à l'erreur. Parce que si tu prends l'initiative, en fait, le meilleur moyen de ne pas faire d'erreur, c'est de faire toujours la même chose que tu sais faire. À l'américaine. Mais si tu prends pas, il faut prendre des erreurs. Mais ce qui ne veut pas dire, mais il faut prendre des erreurs, mais il faut essayer d'apprendre de ces erreurs et apprendre vite. Il faut apprendre vite. C'est un peu, c'est comme une mise en production. Il faut apprendre vite pour pouvoir itérer et progresser. Et responsable dans le sens où, comme on est une petite équipe, chaque personne est très importante. Mais c'est aussi pour ça que les gens viennent ici chez Ginka. Quand tu es une petite équipe, c'est qu'ils savent qu'ils ont de l'impact. Ouais. Et donc, tant que tu es 10, 15, 20, tu as de l'impact parce que tu sais que ton travail a des conséquences sur le chiffre d'affaires, sur l'utilisateur. Et donc, il y a aussi un biais de sélectivité. C'est-à-dire que les gens qui vont dans les boîtes de 10-15 personnes, ce n'est pas les mêmes envies que les boîtes dans des grands groupes. Et donc, pour avoir connu l'expérience, par exemple, chez Wicard, on était 3, on est passé à 50. Et donc, les gens qui viennent quand tu es moins de 20 et quand tu es à 40-50, c'est même plus les mêmes types de personnes. C'est même pas les mêmes envies, c'est pas les mêmes. Ça dépend de là-dessus. Du coup, et sur le recrutement, t'as encore des recrutements en cours ou pas? Oui, j'ai des recrutements. Tu veux passer une offre d'emploi en direct? J'ai une offre de Head of Sales, mais qui est avancée dans le processus. Donc, t'as déjà quelqu'un dans les tuyaux. Recrutement, alors c'est vrai que la marque, le fait d'avoir une application grand public aide énormément, puisque les offres d'emploi, quand on les met, à chaque fois, je m'attends pas, par rapport à il y a 2 ans, au nombre de candidatures de gens qui veulent postuler pour Ginka, parce que c'est des gens qui ont déjà parfois utilisé l'application. Ça change tout. Ça change tout et ça aide pour le recrutement. Et même sur leur motivation quand ils arrivent dans la boîte, c'est ouf. Mais ça fait partie de la culture d'entreprise aussi. Moi, je m'en suis rendu compte. Au début, quand on recrutait avec Dolly, on était 2 dans un tout petit bureau et que le nom n'était pas connu. Aujourd'hui, le fait même d'être sur les réseaux sociaux, d'être présent, etc., d'avoir une communauté, ça aide énormément sur le recrutement. Ça aide énormément. Et après, par contre, il faut du coup filtrer parce que quelles sont les motivations intrinsèques qui ne soit pas là juste pour dire je bosse chez Ginka. Quelqu'un, personne ne te connaît. En fait, au départ d'ailleurs, j'ai recruté beaucoup, c'est la chance d'avoir l'expérience, des gens avec qui je travaillais dans les précédentes boîtes. Il y a des gens, je travaille avec eux depuis 10 ans, 15 ans. Voilà, c'est la famille, quoi. La famille, j'étais leur mariage. Ah oui, c'est. Et comment tu vois Ginka là, sur les prochaines années? Alors, j'ai entendu moi un podcast où tu disais que généralement, tu cherchais à garder une boîte pendant 10 ans maximum. Alors là, j'imagine que ça va pas être le cas sur celle-ci. Non, en fait. Ou c'est des objectifs sur 10 ans? Non, ce que j'avais dit. Alors peut-être que. Alors, déjà, je fais plus confiance en ma mémoire. Donc, mais en lançant, je me souviens bien, j'avais compris que pour transformer l'industrie, le minimum, c'était 10 ans. Donc je me dis que je me commit dans ma tête pour 10 ans. Ça ne veut pas dire que j'allais, quoi qu'il arrive, faire 10 ans, mais de me dire. Si ça marche, il faut faire au moins 10 ans. Donc ça fait 2016, donc ça fait 2026. Et après, moi, j'ai aucun problème à rester 20 ans, 30 ans si ça marche bien sur Ginka. La problématique, c'est pas garder du plaisir. C'est avoir des évolutions, prendre du plaisir et pouvoir améliorer. Et je pense qu'on a encore énormément de choses à faire pour améliorer l'expérience. En fait, tous les jours, c'est le paradoxe, tous les jours, je me lève, j'ai honte de l'application. Ah oui, ok. Parce que je connais les défauts et je suis mal le soir en me disant mais
il y a ça qui marche pas encore bien. En fait, et c'est pour garder la flamme, j'ai besoin de. C'est ton leitmotiv. Oui, Si demain tu te réveilles, c'est parfait, tu te dis, bon, ça y est, Ah bah, si c'est parfait, c'est. c'est le moment de passer le flambeau. Voilà, exactement. Donc, j'essaye toujours de trouver ce qui me rend honte dans l'application pour pouvoir l'améliorer, quoi. Ouais. Et tu arrives quand même à te poser, à prendre du recul et te dire, c'est déjà beau ce qui a été réalisé en Et 9 ans. en fait, parfois, parfois, je réfléchis et je me dis, non, mais Marc, aujourd'hui, il y a 150 000 personnes C'est ça, qui c'est utilisent énorme. l'application. Tu as démarré. Bah, en fait, je me dis, ma vie, c'est un peu une série Netflix, quoi. Ouais, ouais. Ma vie professionnelle. Donc, non, moi, je suis à la fois très chanceux de l'avoir fait, mais en contrepartie, vraiment, hein, vraiment, c'est difficile. Ouais, C'est-à-dire que j'estime que ça a un prix. ouais. C'est-à-dire que le stress et les nuits mauvaises que j'ai passées, Hmm. voilà, ça contrebalance. Et c'est parce que la motivation était plus grande que le stress qu'on continue. Mais c'est pas genre. C'est un long fleuve tranquille, quoi. C'est tout Oui, sauf un long fleuve tranquille, hein. y a pas tout qui est beau et rose. C'est vraiment, vraiment. Alors, il y a peut-être que moi qui pense ça, Hmm. mais je trouve ça très difficile. Ouais. Par rapport à être salarié, c'est vraiment très difficile. Donc, c'est pour ça que la difficulté, je la surmonte par l'énorme motivation. Parce que c'est quelque chose qui m'anime profondément, de pouvoir dire, d'avoir un impact sur transformer le marché immobilier, la recherche immobilière. Hmm. Et tant que cette animation, ce moteur est plus grande que mon stress, Ouais. j'ai même fait un post. Je me dis, voilà, tant que la motivation est plus grande que le stress, je continue. C'est ça mon équation. Et ça va sur l'équilibre vie perso, vie pro, du coup, tu arrives quand même à maintenir, à cadrer, à... Ouais, en fait, comment j'ai réussi dès le départ Alors, au départ, quand tu dis à ta femme quand tu es entrepreneur, que tu vas dans une start-up, puis ensuite que tu veux monter une boîte, c'est pas une bonne nouvelle. Hmm. C'est pas une bonne nouvelle Ah. parce que c'est pas, je pense pas que les compagnes ou les compagnons rêvent d'avoir un conjoint entrepreneur. Ouais. Après, tu as des salariés qui bossent aussi beaucoup, beaucoup, hein, les mecs dans la finance, qui finissent à des 4 Bien heures du sûr, matin. absolument, Ouais, absolument. Voilà, bien sûr. Il y a ces parties et contraintes. bien sûr. Et donc, le moyen que j'avais pour essayer de concilier, surtout que ma femme est professeure, Ouais, donc voilà, il y a plus de temps off. ouais, Donc, ça a été, d'une part, d'être toujours là pour le dîner. C'est très, très rare Je quand t'absorbe. je dîne pas à la maison. Ok. Et le télétravail. Ouais. Donc, le télétravail. Et donc, comme je me permets le télétravail, notamment pour les vacances scolaires, je me suis dit, j'allais pas l'interdire à mon équipe. Ça compense, ouais. Donc voilà, c'est par le télétravail, par le fait d'être pas finir trop tard, Hmm. commencer tôt, parce que du coup, se lève tôt, moi je commence tôt. Moi je suis quelqu'un du matin et Ouais. du soir. Donc voilà, donc et du coup, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Ok. C'est quoi ta définition du succès? Euh, Ma définition du succès, le succès c'est remplir c'est remplir ses objectifs, hein, tout simplement. C'est par exemple, je sais pas, tu dis au hasard, tu veux courir un marathon. Si tu as couru ton marathon, tu as un succès. Mais le succès, c'est quelque chose de temporaire. Et en fait, en gros, l'important dans la vie, c'est avoir la motivation. Et la problématique, c'est que tu as une motivation, tu as un objectif, tu le remplis, c'est fini. Ouais. Et ça, c'est nul. Donc, en gros, le succès, je pense, c'est pouvoir continuer à trouver la flamme, ce qui te motive. T'as pas peur des fois qu'à un certain âge, je pense que tout le monde on fatigue tous, tu vois. Alors moi j'ai des exemples de personnes autour de moi, même dans ma famille à plus de 80 ans, qui sont encore animés par une flamme de toujours chercher quelque chose. Bien sûr, j'ai très peur de ça. Ouais. Bien sûr, j'ai très peur de ça. Et c'est pour ça que je sais que le temps passe très vite, Ouais. énormément vite, surtout depuis que j'ai plus de 40 ans, je pense. Et donc c'est pour ça que j'essaye tant que je suis en forme, de faire le maximum. Et donc de profiter au maximum. Je dis pas que maintenant je me dis c'est comme si c'était ma dernière année, Ouais. mais j'essaie pas de me dire ah non je remettrai ça quand j'avais 40 ans, Ouais. dans 30 ans. Genre un exemple l'année dernière, je me disais toujours ah tiens je ferai un marathon quand j'aurai le temps, etc. Et je me suis dit ah non mais en fait Marc là tu te racontes des histoires là, Ouais. tu feras jamais ton marathon. Vas-y. Donc, du coup je me suis inscrit et je l'ai fait. Après, je comprends qu'on se raconte des histoires sur un marathon, hein, c'est physique. Ça s'est bien passé? Oui c'était, Ouais. j'étais bien coaché, mais c'est une Quel question- temps du coup? pas très bon, 4h50, mais Ouais. pas très rapide, mais je l'ai fini. Tu Voilà. l'as fait. Déjà, c'est Non, ça mais le. en fait, l'idée, c'est pas de faire un marathon pas. Aujourd'hui, c'est relativement accessible. Bien sûr. L'idée, c'est juste d'arriver de se motiver à courir 3 fois par Oui, c'est semaine, ça. 5 heures par semaine, et avoir la discipline. Et en fait, c'est ça la leçon, c'est que
la discipline permet de faire quasiment tout. Ouais, Sauf, ça prend du temps. je suis d'accord. Donc la question, c'est, avec l'âge, qu'est-ce que tu choisis de faire de ton temps? Et donc, voilà, pour moi, le succès, c'est plutôt apprendre à une personne meilleure, donc plus empathique, plus discipliné, et progresser pour faire progresser les autres. Et donc, moi, j'aime pas cette fonction de dire c'est binaire, c'est 1 ou 0. Parce que pour moi, il faut arriver à alimenter la flamme. Donc, toute ma stratégie, c'est comment j'alimente la flamme. Sans motivation, moi, je suis perdu. Moi, je fonctionne comme quelqu'un qui fonctionne à la motivation. Et donc, j'arrive à me motiver et à trouver des objectifs pour me motiver. Et mon succès à moi, en tout cas, c'est arriver à trouver des objectifs qui me motivent. Ok, superbe. Et quel conseil tu pourrais donner à un jeune, du coup, qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est hésitant, qui... Voilà. Alors déjà, je pense, c'est paradoxal, mais pas écouter les vieux. Ouais. Parce que les vieux, alors, c'est un problème de mémoire. Comme on a une mauvaise mémoire, on ne se souvient plus comment on était à 24 ans, à 20 ans. Donc, après, il y a les patterns assez classiques. Déjà, c'est regarder YC Combinator, pour devenir, c'est eux qui ont plus de données, plus de conseils. Donc, si vous voulez entreprendre dans les startups, regardez YC Combinator, les vidéos. Et après, c'est les classiques. Il faut être très motivé. Je pense que c'est important. Trouver quelque chose dans lequel vous êtes motivé et bon. C'est toujours le paradoxe. Trouver les problèmes qui vous passionnent. Et après, débrouillez-vous. Il faut se débrouiller. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est l'initiative. Donc, c'est à eux de trouver les contenus qui les intéressent. Et foncer. Non, mais il faut être. Parce qu'il y en a beaucoup qui... C'est la discipline. En fait, il faut juste donner on peut donner la réalité. Ouais. C'est les critères importants pour réussir, c'est trouver sa passion. Bien sûr. Et la discipline. Discipliner. Et sur le long terme, c'est la santé. Mais ça, en fait, je pense que ce qui est important, c'est pas résoudre des problèmes qu'on n'a pas encore. Ouais. Donc, je vais pas dire à mon moi de 24 ans, il faut que tu sois ça, parce qu'en fait, c'est le chemin qui compte. Bien sûr. Donc, ce qu'il faut, c'est démarrer pour apprendre. Et c'est plutôt savoir, en fait, la question, c'est plutôt savoir si on est fait pour. Oui, pour toi, il y a des gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat et d'autres qui ne le sont pas faits pour. Parmi les critères pour l'entrepreneuriat, je pense, c'est arriver à accepter d'être à fond sur un sujet pendant assez longtemps, d'être discipliné, résistant au stress, bien sûr, d'aimer prendre des initiatives. Voilà, donc il faut aimer des problèmes, quoi. Et ça, je suis d'accord. Pouvoir prendre et accepter les décisions. Décider, c'est difficile. Ouais. Et souvent, dans certaines circonstances, il faut même décider vite. Parce que comment tu veux accepter? Il faut faut avoir la double caractéristique d'être confiant et humble. Il faut être hyper confiant. Moi, je suis quelqu'un, je suis à la fois, je pense, j'aime bien être humble et confiant. Moi, j'ai extrêmement confiance en moi. Ouais. Mais c'est pas la prétention. Bien sûr. J'ai confiance dans ma capacité à faire des progrès. Mais humble dans le sens où je sais que je me trompe souvent et j'aime écouter les gens. Parce que il n'y a rien de plus chiant que tout connaître. Si j'étais ChatGPT, je m'emmerderais. Ouais. Donc, il faut pouvoir aimer apprendre et accepter. Parce que ce qui est très dur par rapport à un salarié, c'est que quand tu commences un job, tu vas jamais rien faire. Au pire, tu seras un moyen, mais permet de dire « Ah non, j'ai rien fait de ta journée ». Ce qui est très stressant, un peu le vide quand tu commences, c'est qu'en fait, tu vas avoir 0 utilisateur, 0 client, et les gens vont te dire « Mais t'es un débile ». Ouais. C'est hyper stressant au départ, la peur du vide. C'est un peu comme tu sautes, c'est du saut en parachute. Donc il faut aimer pouvoir un peu prendre ce genre de risque. Ok. On a une dernière question, un peu comme la première, on va te prendre 2 cours. Si Ginkas devait être une solution à un personnage ou à une série, laquelle ce serait? Une solution? Ouais. Ça pourrait être... alors, je sais pas... je pense peut-être au Pokémon pour essayer de trouver le meilleur Pokémon qui correspond à ton combat. En peu de temps en plus, tu as trouvé. Super. Marc, merci beaucoup. On est très content de t'avoir eu sur Brique par Brique. C'était un plaisir pour nous. C'était un plaisir partagé. Voilà, j'espère que les internautes aimeront cet épisode et à bientôt. À bientôt, j'espère. Merci.